En 1978, une actrice adorée a disparu sans laisser de traces au sommet de sa gloire, suscitant des rumeurs de scandale, d'overdose ou d'évasion. 22 ans plus tard, après qu'une tempête a provoqué un glissement de terrain sur une colline, sa Ferrari rouge rouillée a été retrouvée, enfouie sous le flanc de la colline, relançant une enquête qui allait enfin révéler ce qui s'était réellement passé. Il y a près de 20 ans, le flanc de la colline s'est effondré juste après l'aube. Des semaines de pluie hivernale avaient détrempé le sol meuble au-dessus de Mulholland Drive jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir. Lorsque le bord sud s'est effondré, il a emporté 15 mètres de route, des poteaux électriques et les quelques arbres encore accrochés à la pente. La boue et les débris ont déferlé en aval, recouvrant le virage en contrebas d'une argile humide et mouvante. En milieu de matinée, la route était fermée, la circulation déviée et une équipe de réparation avait commencé à stabiliser la base. Un conducteur de pelleteuse nommé Daryl Jensen fut le premier à remarquer du métal dans les raflures. Il pensa d'abord à un autre tuyau de drainage, mais lorsque la pelle révéla une courbe d'acier rouge et bosselé et un fragment de rétroviseur, il s'arrêta et appela. Personne ne s'attendait à une voiture, surtout pas une voiture qui fonçait sur le flanc de la colline, comme tombée du ciel. En quelques heures, le LAP avait bouclé le site. La voiture était un modèle vintage du milieu des années 70, basse et élégante, même sous les couches de rouille et de boue. Le capot avait été écrasé par des décennies de terre mouvante, son pare-brise était opaque de crasse. La pente tout autour dégageait une légère buée au soleil matinal tandis que les ouvriers déblayaient la terre à l'aide d'outils manuels. C'est alors qu'ils aperçurent le bras non fixé à la voiture, juste un os pâle enveloppé de satin rouge délavé dépassant du sol à quelques mètres sous le pare-choc avant. Les fouilles s'arrêtèrent instantanément. Quelqu'un contacta le bureau du coroner par radio. L'inspectrice Zoe Hudson s'est arrêtée dans une Crown Victoria banalisée juste après 10 heures du matin. Son uniforme était encore froissé, son café intact dans le porte-gobelet. Elle avait 30 ans, l'œil vif et avait récemment été promue à la division des crimes majeurs du LAPD, même si on ne l'aurait pas deviné en voyant les regards que les officiers plus âgés lui lançaient lorsqu'elle a posé le pied sur le bas-côté boueux. Hudson a appelé un superviseur de terrain. Ils ont dit qu'on allait chercher quelqu'un du centre-ville. Tu l'as eu, dit Zoé en ajustant le col de sa veste. Il fit un geste vers la pente. Un corps, pas de papier. La voiture est trop endommagée pour que les plaques d'immatriculation soient encore valides. Le coroner est en route. Zoé plissa les yeux en contemplant la scène. La Ferrari était presque pittoresque dans son état de ruine, penchée, à moitié enterrée, sa carrosserie rouge maculée d'oxydation et de terre. Le tissu satiné, en contrebas, collait à ce qui restait d'une cage thoracique. Elle ouvrit son carnet. Depuis combien de temps est-il exposé? Quelques heures. Max. La route est tombée en panne à 6 heures. L'équipe a retrouvé la voiture à 8 heures. Y a-t-il un signe que c'était intentionnel? Aucune trace de dérapage. Aucun sentier n'y mène. On dirait qu'il a été enterré volontairement, il est peut-être là depuis des décennies. Zoé se tourna vers la camionnette du coroner qui s'arrêtait derrière eux. Découvrons qui est-ce. À midi, les restes avaient été soigneusement exhumés. Ils n'y trouvèrent que des fragments, la majeure partie du torse, les 2 bras et des fragments de mâchoire. Le drap de satin rouge avait autrefois servi de robe de grande qualité, aujourd'hui usée. Un fermoir de collier cassé s'accrochait encore à une vertèbre décolorée. Le reste du corps avait probablement été détruit par le temps, l'eau ou la faune. Pas de sac à main, pas de carte d'identité, pas de portefeuille, juste des os, du tissu et une colline qui avait gardé le secret pendant plus de 20 ans. Un technicien de terrain a récupéré une mèche de cheveux noirs emmêlée dans le pli intérieur de la robe. Ça ne correspond pas au crâne, ça pourrait être celui de quelqu'un d'autre. Le responsable de la police scientifique hocha la tête. C'est peut-être le tueur. Zoé resta silencieuse, scrutant la scène. Quelque chose ne semblait pas fortuit, le positionnement, la robe, la voiture. On aurait dit un enterrement, pas un accident. La Ferrari est une Dino 246 GTS,
a déclaré l'un des photographes de la scène de crime, accroupi à côté. On n'en voit pas beaucoup, surtout dans cette couleur. Zoé haussa un sourcil. C'est reconnaissable? Il hocha la tête. Rouge Rosso Chiaro. Couleur emblématique de l'époque. Production limitée, garniture personnalisée sur les sièges. Elle l'a noté. Un autocollant délavé du concessionnaire à l'intérieur de l'encadrement de la portière s'était désintégré, mais ils ont retrouvé un numéro d'identification VIN partiel gravé sous le tableau de bord. Il faudrait des jours pour le recouper, il ne restait plus aucune plaque d'immatriculation. Ce soir-là, le bureau du coroner a appelé. Le dossier dentaire est arrivé. Le SMS disait, on a une correspondance. Zoé marqua une pause, se préparant. C'est elle. Lana Fer. Zoé referma lentement le dossier devant elle. Elle se leva, expira une fois et prit un nouveau carnet. Alors ce n'est plus une affaire classée, dit-elle. C'est un homicide. Lorsque Zoé arriva au commissariat le lendemain matin, l'affaire était déjà publique. La une du Los Angeles Herald affichait une photo granuleuse de Lana Fer, appuyée contre une décapotable rouge, les lèvres entr'ouvertes par un rire, les yeux levés vers quelque chose hors champ. Le titre disait « Lana retrouvée, le mystère de Mulholland ravive une légende vieille de plusieurs décennies ». Cela n'avait pas pris longtemps. Peut-être un stagiaire en criminalistique ou un membre de l'équipe de nettoyage avait-il prévenu la presse. Désormais, tous les médias de Los Angeles se bousculaient pour ressusciter une histoire qui n'avait jamais vraiment disparu. À midi, les équipes de tournage encerclaient le site du glissement de terrain. Les stations de radio passaient de vieux extraits audio des films de Lana. Les talk-shows spéculaient à tout va sur un meurtre, un suicide et une conspiration. Le capitaine Brower se tenait, raide, dans le couloir devant le bureau de Zoé, une note imprimée à la main. « Nous imposons un gel des médias », dit-il sèchement. Avec effet immédiat. Dorénavant, l'enquête est classée secrète pour homicide. Zoé hocha la tête. Compris. En privé, a-t-il ajouté, je m'en réjouis. Si la mort de Lana a été orchestrée, je ne veux pas que le coupable soit prévenu. Cet après-midi-là, Zoé se rendit aux archives du Los Angeles Times, au sous-sol. Elle avait appelé et pris rendez-vous avec Gideon Arnett, un chroniqueur de divertissement à la retraite qui avait suivi Lana tout au long des années 70. Gideon était pâle et amaigri maintenant, le visage ridé, le regard terni par le temps, mais lorsque Zoé mentionna le nom de Lana, quelque chose brilla derrière ses lunettes. C'était un éclair, dit-il. Pas seulement belle, mais aussi intelligente. Elle savait jouer le jeu, jusqu'à ce que le jeu se retourne contre elle. Il leur versa à chacun une tasse de café instantané et déroula un épais dossier en papier craft. J'ai couvert ces 4 dernières années, les rôles, les rumeurs, l'année où elle a disparu de la surface de la Terre. Puis elle est réapparue pour une dernière interview et, pouf. Zoé feuilletait les coupures de presse jaunies, première, scandale, photo granuleuse de paparazzi, chronique sur son petit ami réalisateur aux fréquentations intermittentes. Un nom revenait sans cesse, Vincent Varna. Elle a disparu en juillet 1978, dit Zoé. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel dans les mois précédents? Gideon sortit une cassette VHS dans un boîtier en plastique. Il faut que tu regardes ça. L'interview fut enregistrée en mai 1978, 2 mois avant la disparition de Lana. Zoé le regarda ce soir-là, seule, assise par terre dans son appartement, à côté d'un combiné télémagnétoscope emprunté. Lana paraissait posée, rayonnante sous la douce lumière du studio. Sa voix était douce comme du velours. Elle plaisantait avec aisance avec le présentateur, racontait des anecdotes d'enfance, évoquait un retour à Broadway, rien dans son ton ne laissait présager l'instabilité ou la peur. Aucune mention de stress, aucun comportement erratique. Lana donnait l'impression d'une femme qui avait des projets, une femme qui comptait les mener à bien. Zoé regarda l'interview 2 fois, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour observer les expressions de Lana. Il y avait quelque chose dans son regard mesuré, peut-être même réservé,
mais pas brisée. Elle ne s'effondrait pas, dit Zoé à voix haute. Elle se préparait à quelque chose. Au commissariat, le laboratoire du coroner a discrètement informé Zoé, l'échantillon de cheveux prélevé sur la robe près de la dépouille ne correspondait pas à celui de Lana. Il s'agissait probablement d'un homme mi-long, brun, non traité, mais l'ADN ne correspondait à aucune base de données nationale, aucun profil de criminel, ni dossier militaire ou médical. Zoé fixa le rapport. S'il n'appartenait pas à Lana et qu'il n'était pas catalogué, il appartenait peut-être à la personne responsable de sa mort, ou à quelqu'un qui avait tenté de l'aider. Quoi qu'il en soit, la chronologie se rétrécissait, Lana avait été enterrée délibérément. Celui qui était avec elle à la fin avait pris le temps de l'envelopper dans une robe, de la déposer sous la pente et d'effacer la trace. Zoé a soumis l'échantillon pour un nouveau test, une correspondance serait peut-être trouvée plus tard. Elle a passé les jours suivants à approfondir ses recherches, elle a lu des transcriptions d'interviews, regardé des talk-shows archivés et parcouru de vieux dossiers de presse. En 1976, Lana avait brutalement mis fin à son contrat avec l'un des grands studios. Elle a pris une année sabbatique, s'est installée à Palm Springs et est restée largement discrète. Les tabloïds ont spéculé sur une dépression, quelques rumeurs de grossesse ont circulé, l'une d'elles a même évoqué un séjour secret en cure de désintoxication. Mais lorsqu'elle a refait surface en 1978, elle semblait forte, lucide et prête. C'était la version de Lana que Zoé ne pouvait pas arrêter de regarder, une femme qui avait quelque chose à dire et qui n'avait peut-être pas eu l'occasion de le faire. Zoé était assise sur le sol de son salon, regardant le drame de Lana de 1974. La Rose d'Argilès n'était pas le genre de film qu'elle appréciait habituellement ou des romances d'époque, des monologues chargés, mais Lana avait le don de dominer l'écran. Chaque expression avait du poids, chaque silence semblait délibéré. Zoé se surprit à se pencher en avant lorsque Lana prononça la dernière réplique du film, « La vérité ne disparaît pas simplement parce qu'on ferme les yeux ». Elle ne savait pas pourquoi, mais elle s'en souvint. À la fin de la semaine, un appel anonyme m'a fourni une information partielle. Un homme avait été fréquemment aperçu près de Mulholland Drive à la fin des années 1970, s'attardant sur les aires de repos, observant la route avec des jumelles. Il conduisait un vieux camion et portait chaque jour la même veste marron. Zoé se gara en face d'un duplex de Woodland Hills. La pelouse était mal entretenue et une bâche blanche recouvrait une partie du toit. Elle sortit de sa Crown Vic, vérifia l'adresse et s'approcha de la porte. Eddie Langford avait maintenant 68 ans, maigre, la peau jaunâtre et boitant depuis un accident de voiture en 1991. En 1979, il avait purgé une peine pour avoir dirigé un réseau de vol de voitures près de Laurel Canyon, une opération de vol à main armée qui avait brièvement fait la une des journaux. Zoé s'appuya contre la rambarde tandis qu'il haletait après avoir fumé une cigarette. Il ne reniait pas son passé. « Ferrari Dino » demanda-t-elle. « Non » dit-il en haussant les épaules. Elles étaient trop canonnes. Si tu conduis une de ces voitures-là, les gens le remarquent. J'aime les trucs qu'on peut démonter, les chevilles silencieuses, les Datsun. Zoé lui montra une photo de Lana datant de 1978. Il plissa les yeux. Cette actrice, hein? Non. Je ne l'ai jamais rencontrée, pas en personne. Il accepta de faire une nouvelle déclaration. De retour au laboratoire, Zoé a insisté pour que les archives de son ancien atelier soient analysées et a comparé les empreintes digitales latentes de l'intérieur de la Ferrari à ces archives, sans résultat. Plus tard dans la semaine, une facture effacée a fait surface, indiquant qu'Eddie avait été incarcéré d'avril à août 1978. Lana a disparu en juillet. La piste s'est effondrée. 2 semaines passèrent, aucune nouvelle preuve n'a paru. Lors du briefing du lundi matin, le capitaine Brower s'adressa à la salle avec une indifférence éprouvée. Les analyses médico-légales n'ont révélé aucun signe de traumatisme contondant, ni l'heure précise du décès. Il pourrait s'agir d'un accident, d'une collision, peut-être qu'elle a quitté la route et n'a jamais réussi à s'en sortir. L'enquête reste ouverte, mais nous mobilisons nos ressources. Hudson, vous surveillerez les dernières pistes. Quelques hochements de tête, soulagés de clore le dossier,
sauf son nom. Zoé ne répondit pas. Elle retourna à son bureau et fixa l'image toujours affichée sur son écran, le nez rouge du dinosaure, le premier dans la terre, comme avalé tout entier. Elle savait que c'était faux, l'enterrement était délibéré. Quelqu'un avait voulu la faire disparaître, et il avait presque réussi. Ils étaient prêts à parler d'un accident tragique, mais Zoé, non. Les portes des studios Velmont s'ouvrirent lentement, juste assez pour laisser la voiture de Zoé entrer sur le parking. Bien que le studio ait changé de propriétaire 3 fois depuis 1978, sa réputation persistait. Dans les années 70, Velmont avait accueilli des thrillers à budget moyen, des films romantiques et des voitures de luxe pour jeunes stars. Lana y avait tourné 3 de ses films. Zoé avait dressé une courte liste des employés survivants, la plupart avaient maintenant entre 70 et 80 ans. Quelques-uns répondirent par une politesse dédaigneuse, certains raccrochèrent avant qu'elle puisse se présenter. Dans un bureau d'angle poussiéreux qui servait désormais de rangement pour les accessoires, elle trouva Dolores, Dolly, Finch, qui avait travaillé comme coiffeuse pendant les 2 dernières années de contrat de Lana. Dolly l'accueillit avec une chaleur prudente, en époussetant les peluches imaginaires de ses manches. Elle était adorable, mais différente vers la fin, dit Dolly en versant de la crème en poudre dans son thé. Parfois paranoïaque, elle vérifiait constamment son sac à main et ne laissait rien dans sa loge. Zoé se pencha. A-t-elle déjà dit pourquoi elle avait peur de quelqu'un? Je pense, dit Dolly, mais dans cette ville, c'est comme dire qu'il fait beau. La conversation s'enlisa. La plupart des anciens employés contactés par Zoé lui donnaient des variantes similaires du même refrain, je ne me souviens pas, elle ne m'a jamais rien dit, Lana est restée discrète. Zoé savait quand les gens mentaient, et beaucoup n'étaient pas seulement oublieux, ils avaient peur. Le nom de Lana avait encore du poids, ou peut-être était-ce celui de la dernière personne qu'on avait vue avec elle. De retour à son appartement, Zoé revit l'interview de mai 1978, pas la version diffusée, mais les prises coupées. Cette fois, elle remarqua un petit silence dans la réponse de Lana lorsqu'on l'interrogea sur sa relation avec son dernier réalisateur. Le sourire de Lana s'effaça un instant, puis elle dit, on avait des divergences créatives. Zoé mit la vidéo sur pause. Ce n'était pas une phrase que Lana aurait utilisée pour plaisanter. C'était en fin d'après-midi lorsque Zoé a retrouvé Carla Price, une ancienne assistante de production sur Rivière de la Lune, le dernier film de Lana avant sa pause. Ils se sont rencontrés dans l'aire de restauration d'un centre commercial désert de Glandal. Carla paraissait avoir une 50aine d'années, habillée en civil, ses lunettes de soleil toujours enfoncées dans son décolleté, même à l'intérieur. Je pensais qu'elle allait simplement s'enfuir, dit Carla. Tout le monde l'a fait. Mais tu avais des doutes, insista Zoé. Carla hésita, la voix basse. Je crois qu'elle préparait quelque chose, pas une disparition, quelque chose de plus grave. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Zoé. Elle a posé des questions sur les avocats, sur les endroits où aller, pour dénoncer quelqu'un. Elle a dit qu'elle en avait assez d'être manipulée, d'être surveillée. Elle a dit qui, demanda Zoé. Non, dit Carla. Zoé a pris des notes. Tu te souviens d'autre chose qu'elle a dit? Si quelque chose lui arrivait, les gens d'en haut l'enterraient et ils l'enterraient aussi. Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Zoé bien après son départ. De retour à son bureau ce soir-là, elle a trié ses notes, ses photos et ses impressions. Le tableau des preuves ressemblait à un puzzle à moitié terminé, Lana au centre, entourée de rumeurs disparates et d'histoires contradictoires. Puis son téléphone fixe sonna. La voix à l'autre bout du fil était rauque, masculine et calme. J'ai entendu dire que vous enquêtiez sur Lana, dit-il. J'étais dans l'équipe à l'époque, machiniste. Je sais des choses. Zoé se redressa. À qui est-ce que je parle? L'homme ignora la question. Pas important. Que sais-tu? Je te retrouve dans un lieu public. Pas enregistré. Je ne suis pas stupide. Zoé griffonna rapidement. Où? Au sommet du parking du Vista Théâtre. Demain, 17h. N'amenez personne.
La ligne a été coupée. Zoé se laissa aller, son pouce était accéléré, mais elle ne bougea pas. Pour la première fois depuis des jours, l'affaire semblait s'être fissurée. Quelqu'un, quelque part, se souvenait encore et ils étaient enfin prêts à parler. Zoé allait-elle droit dans un piège, ou allait-elle obtenir des informations cruciales? Elle ne pouvait le dire, mais elle allait le découvrir. La réunion au parking du Vista Théâtre n'a jamais eu lieu. Zoé est arrivée 5 minutes en avance et a attendu 20 minutes, personne n'est venu. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle a reçu un nouvel appel. Cette fois, la voix à l'autre bout du fil était rauque et haletante. Trop de regards hier soir, dit-il. Rendez-vous au Sunland dîner, coin nord-ouest. 10 heures. Ne soyez pas en retard. À 9h45, Zoé était assise dans le box vide, savourant une tasse de café amer. Elle reconnut l'homme dès son entrée, barbe grise, mains burinées, veste de travail délavée dont l'étiquette à son nom avait disparu depuis longtemps. Il resta assis sans la saluer, hochant simplement la tête, comme s'il reprenait une vieille conversation. J'étais machiniste, dit-il. Au studio Velmont. J'ai fait 2 films avec Lana les derniers. Quand ça a mal tourné. Zoé attendait. Il a participé à un tournage, pas pour le film. Un tournage officieux. On appelait ça un test de costume, mais ce n'était pas pour la garde-robe. C'était pour faire pression. Un levier, demanda Zoé en le regardant dans les yeux. Du chantage. Les actrices ignoraient qu'elles étaient photographiées de cette façon. Lana l'a découvert d'une manière ou d'une autre, elle a récupéré des planches contact, des photos de plusieurs séances. Des filles à qui on promettait des rôles principaux, la célébrité, leur propre bande-annonce, et en échange. Il laissa la phrase flotter dans l'air. Elle m'a dit qu'elle allait le révéler. Elle a même plaisanté, on verra bien s'ils mettent ça dans « Variété ». Le stylo de Zoé s'immobilisa sur son carnet. Et ensuite 4 jours plus tard, elle a disparu. Il griffonna quelque chose sur une serviette en papier, une adresse à Burbank, un coffre-fort sous le plateau B, c'était une archive papier, négatif, prise brute, tout ce bazar que les dirigeants ne voulaient pas jeter. Lana m'a dit que c'était là qu'on conservait les vrais trucs. Zoé le remercia. Avant qu'elle puisse en demander davantage, il se leva et partit, laissant son café intact. Cet après-midi-là, Zoé s'est arrêtée à l'adresse indiquée, un vieil entrepôt aux fenêtres condamnées et un portail grillagé qui grinçait au vent. Le terrain était en cours de réaménagement pour devenir un centre de conception sonore, d'après les panneaux. Pas de sécurité. Pas de personnel posté. Elle franchit l'entrée latérale et descendit au sous-sol par un escalier rouillé. La pièce du dessous avait visiblement été vidée à la va-vite, traînée de poussière là où se trouvaient autrefois les armoires, fragments de papier jonchant le sol, onglets de classeurs à moitié déchirés, bandes adhésives 35 mm cassantes, mégots de cigarettes encore frais dans un coin. Quelqu'un était passé par là récemment. Zoé arpentait l'espace, sentant le vide s'épaissir autour d'elle. De retour au poste, elle demanda à consulter les archives municipales, registre d'entretien des bâtiments, transfert de bail, itinéraire des patrouilles de police à proximité. Aucune vidéo récente. Aucun accès autorisé non plus. Quelqu'un avait effacé les archives, ou quelqu'un ayant accès avait alerté l'établissement. Zoé rentra après 21 heures. La maison était sombre, inhabituellement silencieuse. Instinctivement, elle actionna l'interrupteur en rien. « Grand-mère » cria-t-elle. Silence. Elle traversa le couloir avec précaution. La porte de la chambre de sa grand-mère était entr'ouverte, le cadre s'était brisé près de la serrure. Puis elle vit la lampe renversée, les éclats de verre éparpillés sur le tapis et les bras pâles dépassant de derrière la commode. « Grand-mère » Zoé se précipita. Sa grand-mère gisait par terre, une jambe tordue sous elle, du sang ruisselant sur sa tempe. Sa poitrine se soulevait légèrement, toujours vivante. Zoé a attrapé le téléphone et a appelé le 911, puis a pressé un torchon de cuisine sur la plaie, en murmurant « Reste avec moi, s'il te plaît, reste avec moi,
encore et encore. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils ont installé sa grand-mère sur une civière, Zoé les a accompagnés, lui tenant la main tout le long du trajet, mais la vieille dame n'a jamais ouvert les yeux. Aux urgences de Saint-Margaret, le personnel l'a emmenée en fauteuil roulant dans une salle de traumatologie. Une infirmière a pris Zoé à part. Son état est critique. On fera ce qu'on peut. Zoé ne répondit pas, ses mains étaient encore maculées du sang de sa grand-mère. 2 heures plus tard, Zoé fut autorisée à s'asseoir au chevet de sa grand-mère. Les machines émettaient des bips réguliers, mais son pouls était faible et sa respiration saccadée. Un mince filet de sang séché marquait sa tempe. Zoé tendit la main et la toucha, elle tressaillit légèrement en réponse. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Zoé. Sa voix était sèche, à peine audible. Je suis là, dit Zoé, ses doigts se recourbant légèrement tandis que sa grand-mère tirait sur sa main. La boîte dans le sol, murmura-t-elle. Quelle boîte? Dans le placard, sous le bois. Trouve-le. La gorge de Zoé se serra. Grand-mère, repose-toi. On se parle bientôt. Mais le regard de sa grand-mère s'était déjà terni. Sa poitrine se souleva de nouveau, puis s'arrêta. Zoé était assise là, immobile, le bip s'aplatissant en un ton qui remplissait la pièce comme un rideau qui se ferme. Elle rentra chez elle peu après 2 heures du matin. La maison sentait encore le sang et les objets cassés. Un courant d'air s'infiltrait par la fenêtre fissurée du couloir. Elle entra dans la chambre de sa grand-mère, s'agenouillant près du placard. Elle écarta les chaussures et les boîtes de rangement, ses doigts effleurant le plancher jusqu'à ce que l'une d'elles cède sous la pression dans un léger craquement. Elle força l'ouverture. À l'intérieur se trouvait une boîte à chaussures usée par les intempéries, scellée avec du ruban adhésif jauni. Sur le couvercle, une inscription soignée et inclinée disait, pour elle, quand elle sera prête. Zoé resta assise par terre un long moment, les yeux fixés sur les mots. Elle détacha le ruban adhésif, le cœur battant, les mains tremblantes non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, une anticipation mêlée d'effroi. À l'intérieur de la boîte, sous une lettre et un collier, se trouvait une petite photo, recroquevillée au coin, dont les couleurs s'étaient estompées comme un souvenir trop longtemps refoulé. Zoé la souleva lentement. C'était une photo spontanée, prise en intérieur, une jeune femme assise sur un canapé dans une pièce modeste, la lumière du soleil illuminant la pointe de ses cheveux auburn. Son expression était fatiguée, mais manifestement fière. Dans ses bras, emmitouflé dans une couverture rose, se tenait un nouveau-né. Le visage de la femme lui était familier, si familier que Zoé se serra la poitrine. Celle de Lana. La ressemblance était trop forte pour être ignorée. Zoé avait toujours remarqué quelque chose d'inhabituel dans ses propres yeux dans le miroir, une profonde mélancolie, l'ombre d'un abîme. Maintenant, elle revoyait ces mêmes yeux la regarder sur une photo granuleuse vieille de 30 ans. Le bébé, réalisa-t-elle, c'était elle. Les mains tremblantes, Zoé déplia la lettre. Elle était écrite sur du papier à lettres crème vieilli, l'écriture était soignée mais légèrement précipitée, comme quelqu'un qui écrit à la hâte, à l'abri du danger. L'encre avait pâli, mais restait lisible. À ma petite fille. Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas pu venir vous le dire moi-même. Je veux que tu saches, avant toute chose, que tu n'as jamais été une erreur. Tu es la seule chose que j'ai jamais faite qui m'a fait me sentir propre, réel. Je t'ai gardé en sécurité en te laissant partir. Je devais le faire. L'homme en qui j'avais autrefois confiance, celui qui disait m'avoir créé, a commencé à surveiller tout ce que je faisais. Je n'étais pas la première fille qu'il essayait de posséder, et je ne serai pas la dernière. J'avais des preuves, des photos, des noms suffisamment pour ruiner des hommes qui pensaient ne jamais avoir de compte à rendre à personne. Je pensais pouvoir les dénoncer, disparaître et t'élever en paix. Mais j'avais tort, et je crois qu'ils s'en prennent à moi maintenant. Si c'est tout ce que tu obtiens de moi, sache ceci, je te voulais. Je t'aimais. Tu n'es pas leur honte, tu es la mienne, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Ton collier a été la première chose que j'ai achetée quand j'ai su que tu venais. Le mien est son jumeau. S'ils sont à nouveau ensemble, c'est que la vérité vous a trouvé. Ne les laissez pas m'enterrer pour toujours. Le travail. Zoé termina sa lecture, la tête baissée, les doigts crispés sur les bords du papier, le froissant là où sa prise se resserrait. Toutes ces années de moquerie à l'école où les regards en coin, les blagues cruelles, orphelines, personne ne voulait d'elle, tout cela n'avait plus d'importance. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux, l'émotion lui montait à la gorge, mais elle ne pleura pas. Elle resta assise, anéantie par cette révélation, incapable de concilier la vie tranquille et ordinaire qu'elle avait menée avec l'extraordinaire vérité qu'elle tenait désormais. Sa grand-mère devait le savoir depuis toujours et avait protégé ce secret de toutes ses forces. Le collier ou celui qu'elle avait trouvé dans la boîte était en or délicat, orné d'une petite étoile à 5 branches. Zoé le détacha de son emballage et le plaça contre une photo du collier qu'elle avait récupéré, les mains tremblantes, réalisant que sa vie et son identité ne seraient plus jamais les mêmes. Scène avec les restes de Lana où ils étaient identiques. C'était réel, tout entier. Quand le chagrin s'estompa juste assez pour permettre à nouveau de respirer, quelque chose d'autre emplit l'espace, le feu. Zoé se leva, les jambes raides, la mâchoire serrée. Elle rangea la lettre, la photo et le collier dans la boîte et la rangea soigneusement dans son sac. Elle n'eut plus besoin de demander qui était, celui qui avait dit « il m'a créé », elle le savait déjà, Vincent Varna. Elle avait lu les premiers articles à Potin, la romance suggestive, à moitié niée, entre la jeune Lana Ferrer et le directeur de tournée prometteur. Personne ne l'appelait par son vrai nom ou du moins à l'époque, coercition, manipulation. Ce n'était pas un langage que le public savait utiliser, pas en 1978. Au matin, elle avait déposé une déclaration sous serment et une demande officielle de mandat. L'immeuble de bureau était niché dans une rue adjacente près de Laurel Canyon, coincé entre une galerie d'art et un studio de yoga. De l'extérieur, il paraissait plutôt inoffensif, fenêtre en verre dépoli, auvent noir élégant, enseigne en aluminium brossé indiquant « Varna Pictures » en caractère minimaliste. À l'intérieur, une odeur de poussière et de désodorisant flottait. Quelques affiches de films anciens étaient accrochées au mur, des films noirs mélancoliques des années 80 au drame judiciaire stylisé du début des années 90. Une équipe de médecins légistes était déjà à l'intérieur, gantée et méthodique. Zoé les regarda parcourir les pièces avec une attention particulière. Il est possible que cet espace ait été modifié, dit-elle à voix basse en les dirigeant vers le hall du fond. Vérifiez s'il y a des anomalies structurelles, des faux panneaux, des cloisons creuses. L'un des techniciens tapota un PAN du mur du fond de la salle de montage, le son était différent, plus sourd. Il se tourna vers Zoé. J'ai trouvé quelque chose. Il fallut 15 minutes pour ouvrir le mur avec précaution. Derrière, un étroit vide sanitaire, sombre et moisi, s'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient 2 bacs de rangement en plastique, du genre de ceux utilisés pour les bobines de film. Chacun était scellé, étiqueté uniquement en chiffres romains. Les enquêteurs soulevèrent lentement les couvercles. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de négatifs non développés, scellés dans des pochettes d'archives, certains étiquetés avec les noms des actrices, d'autres avec des dates. Aucun n'était autorisé. Sous les négatifs se trouvaient des registres, des carnets reliés avec des listes de noms, des chiffres d'affaires et des numéros de chèques. Certaines inscriptions étaient griffonnées avec des initiales, d'autres avec des intitulés de poste. Zoé a feuilleté une page. 15 000 $ de garde-robe. 2 500 $ de maquillage. 30 000 $ de prise en main. Silence. Lana FX. Ses mains se figèrent. C'était la trace écrite ou tout ce que Lana avait essayé de rassembler, les traces du silence achetées à coups de chèques et de promesses. La pièce sombre vibrait de bourdonnements sourds et d'une lumière rouge. Elle était nichée au sous-sol du service des médias médico-légaux du LAP, un endroit qui semblait avoir des décennies de retard sur le reste du département, mais qui était soudain devenu la pièce la plus importante du bâtiment. Zoé se tenait derrière une vitre, les bras croisés,
observant le technicien disposer soigneusement les négatifs un par un sur la table lumineuse. Des images de femmes apparurent, certaines granuleuses, d'autres d'une netteté troublante. L'angle de l'objectif était bas, secret. Les visages n'étaient pas toujours visibles, mais lorsqu'ils l'étaient, leurs expressions lui nouaient l'estomac aux peurs, gêne, malaise masqué par des sourires forcés. Celui-ci, dit le technicien en pointant du doigt. Zoé se pencha. C'était Lana. Elle était assise sur un tabouret de velours, drapée dans une robe de soie qui lui tombait d'une épaule. Une main d'homme était visible au bord du cadre, ajustant la lumière ou faisant semblant. Lana ne souriait pas, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme pour protester, et son regard était lourd d'inquiétude. Une autre photo la montrait debout devant un fond peint, les bras croisés sur la poitrine. Sa robe était maintenant ouverte, légèrement nouée à la taille. Ses yeux étaient fixés sur quelqu'un hors du cadre, plissé. Le carnet de bord mentionnait « test de garde-robe », mais il n'y avait aucune mention de service costumier, ni d'assistant caméra, ni d'équipe lumière, juste une date, le 3 avril 1978, un mois avant sa disparition. D'autres négatifs ont suivi, d'autres actrices que Zoé n'a pas reconnues immédiatement à d'autres époques, d'autres non. Elles ont toutes été cataloguées, mises en sac et versées au dossier. Une enveloppe séparée, étiquetée « Photos inédites de 1978 », fut retrouvée parmi les négatifs. Son contenu avait été enregistré sur une bobine 16 mm partiellement dégradée dans la salle multimédia. Zoé était assise dans le noir avec deux spécialistes de la police scientifique pendant que la bobine passait dans le projecteur. Des parasites dansaient sur l'écran avant de se stabiliser sur un plan tremblant de Lana assise dans un fauteuil en velours, les cheveux relevés, le regard perçant. Lana marqua une pause, jeta un coup d'œil hors champ, puis sa voix baissa, « Ils se prennent pour nous, vous savez. J'avais 19 ans quand tout a commencé. Ces hommes, ils font le commerce de filles comme moi depuis mes 19 ans. » Elle rit amèrement. « Et maintenant que j'ai des preuves. » La séquence se transforma en parasite. La pièce resta silencieuse tandis que la bande défilait. Zoé expira lentement. Elle s'apprêtait à les nommer. « On dirait que quelqu'un a veillé à ce qu'elle ne le fasse pas, » murmura l'un des techniciens. Zoé ne répondit pas, son esprit s'emballait déjà avec les preuves désormais en main, les photos, les registres, les chèques, les images partielles. Zoé prépara son dossier. Sa présentation au bureau du procureur fut accueillie avec stupeur, puis par un verdict catégorique, ce qu'ils avaient en main suffisait pour les inculper de complot, de surveillance illégale, de coercition et potentiellement de meurtre. Debout devant un tableau blanc, Zoé dressait la chronologie depuis le dernier entretien de Lana jusqu'à sa disparition. Le nom de Varna, tel un fil pourri, tissait les événements. « Il est temps, dit-elle. Faisons-le venir. » L'équipe tactique est entrée en scène juste avant le lever du soleil. La propriété de Varna était nichée dans les collines d'Hollywood, derrière des grilles en fer forgé et de hautais. Le silence régnait au trot. Zoé s'approcha de la porte, serrant fermement son badge. Ils utilisèrent une clé récupérée lors de la perquisition des bureaux pour entrer. À l'intérieur, l'endroit était stérile, sans vie, les tiroirs du bureau étaient ouverts, leur contenu vidé, les étagères du placard étaient vides, le coffre-fort était resté entrouvert, vide. Dans la cuisine, un téléphone prépayé était posé sur le comptoir, la coque arrière arrachée. Zoé le ramassa d'une main gantée et le tendit à un technicien. Vérifiez les appels ou les SMS récents. L'agent répondit, déjà effacé. Un membre de l'équipe est revenu de l'étage. La chambre est vide, les bagages ont disparu, les tiroirs des passeports sont vides. Zoé se tourna vers l'officier responsable. Donnez l'alerte. À la tombée de la nuit, un mandat d'arrêt national avait été émis contre Vincent Varna. Zoé se tenait devant une rangée d'écrans au centre de commandement du commissariat, observant les cartes numériques s'illuminer, alertant les bureaux régionaux. Le FBI était au courant, les aéroports, les gares et les postes frontières étaient prévenus. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Elle pensait à Lana, assise sur cette chaise,
murmurant le début d'une confession à un appareil photo dont elle ignorait probablement qu'il serait enterré pendant des décennies. Elle pensait aux femmes sur les photos, combien n'avaient jamais parlé, combien avaient essayé et avaient été réduites au silence. Et elle pensait à sa mère, pas la femme des colonnes People, pas le sex symbole, mais la jeune mère sur la photo délavée tenant son bébé dans ses bras, le regard fatigué mais féroce. On le retrouvera, dit doucement Zoé. L'un des agents à côté d'elle acquiesça. Il ne peut pas fuir éternellement. Ce ne sera pas long, le regard de Zoé ne quitta pas l'écran. C'était fin avril quand l'appel arriva. Zoé venait de sortir prendre l'air, la brise du centre-ville était lourde, chargée de gaz d'échappement et proche du printemps. Son portable sonna, un numéro inconnu de Californie du Nord. Shérif Clay Boyd du comté de Montray, dit la voix. Vous allez vouloir entendre ça. Le trajet jusqu'à la côte se fit dans le calme, le genre de silence que Zoé appréciait. Le soleil était bas sur les falaises tandis qu'elle et deux marshals américains longeaient des pins sinueux et des virages serrés. Le shérif Boyd avait attendu aussi longtemps qu'il le pouvait. La location était une location de courte durée à la plage au paiement en espèces uniquement, sans pièce d'identité. Le gestionnaire immobilier avait remarqué quelqu'un d'étrange, d'un certain âge, voyageant seul. L'homme gardait les stores fermés toute la journée et ne se rendait en ville qu'à la tombée de la nuit. Il demanda des rideaux occultants. Boyd dit qu'il était écrivain. Lorsqu'ils arrivèrent devant la voiture de location, le ciel s'assombrissait. L'allée était déserte, mais des lumières clignotaient derrière les rideaux tirés. Les agents de sécurité se dirigèrent silencieusement vers les deux entrées, et Zoé les suivit de près. À l'intérieur, ils entendirent le bruit de tiroirs qu'on ouvrait, celui d'une valise qu'on fermait. La porte céda sous le coup du bélier en deux coups. Lapd. Les mains bien en vue. Vincent Varna se tenait au milieu du salon, chemise à moitié boutonnée, valise ouverte à côté de lui. Son visage était creusé au plus pâle que ce dont Zoé se souvenait sur de vieilles photos, mais son regard était perçant. Les mains derrière la tête, répondit Zoé. Il obéit silencieusement, sans résistance, sans déni. Alors que les menottes s'enclenchaient, Varna leva les yeux vers Zoé et lui lança un long regard mesuré. Il a été interné dans un centre sécurisé de Montray, puis transporté à Los Angeles sous haute surveillance. Lors de l'enquête, un échantillon d'ADN a été prélevé à un prélèvement buccal signé et enregistré. Zoé ne lui a pas parlé au pas encore. Elle avait besoin de connaître les preuves avant de parler. 2 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Le technicien de laboratoire lui tendit le dossier sans cérémonie, mais son visage en disait long. Les cheveux de Lana correspondent, demanda Zoé. Il a confirmé, Vincent Varna. Elle était là. Zoé hocha la tête et tourna la page jusqu'au résumé de l'analyse ADN. Les preuves ne se contentaient pas de situer Varna sur les lieux des derniers instants de Lana, elles le reliaient irrévocablement au crime. Il n'y avait aucun déni plausible, pas de second suspect, plus de couverture de studio derrière laquelle se cacher. Elle referma le dossier et se laissa aller dans son fauteuil. Zoé était assise sur le siège passager du fourgon de police scientifique, immobilisée sur le parking derrière le siège du Lapd. L'enveloppe reposait sur ses genoux, légère, presque absurde. À l'intérieur se trouvaient les documents nécessaires à un second test ADN, commandé discrètement, sans aucune inscription au registre officiel du département. Seul elle et un technicien de laboratoire de confiance étaient au courant. Le test était personnel, elle avait scellé son propre prélèvement avec celui de Varna. Le formulaire comportait un faux nom et un numéro de dossier correspondant à un dossier clos 2 ans plus tôt, un simple espace réservé, rien de plus. Le technicien comparerait les échantillons et lui remettrait directement les résultats. Il était tard dans l'après-midi quand l'appel est arrivé. Elle a répondu avant la 2e sonnerie. C'est compatible, dit simplement le technicien. Paternalisme à 99,9%. Zoé ne parlait pas même un souffle. Je peux l'imprimer si. Non, dit-elle. Détruisez les échantillons. Merci. Elle a mis fin à l'appel,
à regarder l'horizon et à laisser la vérité se déposer comme un sédiment dans l'eau. Vincent Varna n'était pas seulement l'homme qui avait orchestré la mort de Lana Ferrer, il était son père. Les murs de béton froid de la salle 3B restaient inchangés, peu importe qui était assis de l'autre côté de la vitre. Aujourd'hui, la chaise était occupée par un homme qui avait autrefois exercé un pouvoir tel que l'oxygène, n'ayant de compte à rendre à personne. Maintenant, il paraissait tout petit. Les chaînes autour de ses poignets ne tintaient pas, elles le maintenaient simplement immobile. Zoé entra, un dossier sous le bras. Elle ne prit pas la peine de faire un préambule. Elle s'assit, ouvrit le dossier et commença à disposer les choses sur la table une par une. D'abord, la page du grand livre numéro de chèque, date, nom des pots de vin, griffonné d'une écriture morte depuis longtemps, puis les photos où le regard de Lana se détachait du reste, clair, lasse, indéniablement présent. Puis vint l'image fixe des images déterrées, les lèvres de Lana s'entr'ouvrirent tandis qu'elle commençait à prononcer ces mots qui n'avaient jamais été pleinement diffusés. Zoé posa la dernière feuille sur la table, le résultat du laboratoire confirmant la correspondance ADN entre Varna et les cheveux retrouvés sur les restes squelettiques de Lana. Elle se renversa dans son fauteuil et croisa les bras. « Nous avons beaucoup de chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. Varna sourit faiblement, mais ses yeux clignotèrent. « Alors c'est comme ça que ça finit ?» demanda-t-il, la voix lourde de gravillon due à l'âge et au défi. Zoé ne répondit pas. Elle attendit. « J'ai déjà vu les rapports de votre équipe où vous pensez que c'est une histoire, mais vous ne comprenez pas ce qu'étaient ces années-là. Tout le monde savait à quoi s'attendre, ça faisait partie du jeu. » « Non, » répondit Zoé d'un ton neutre. « C'était un crime. » Il haussa les épaules. Lana, elle savait comment jouer. Mieux que quiconque, Zoé rapprocha l'image fixe. Entre nous, tu étais en couple avec elle. Barney se raidit. Tu l'as préparée. Tu l'as castée. Tu l'as contrôlée. Et quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte, tu lui as coupé les vivres. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Varna laissa le silence s'éterniser. Il se dénouait lentement, mais elle le sentait. Il continua, son sourire narquois s'estompant. Oui, on était ensemble, en secret. Ça n'était pas censé durer. Elle est devenue trop collante, a commencé à tout remettre en question. Et puis un jour, elle débarque avec cette photo d'un bébé, en disant que c'était le mien. Vraiment ? Ses yeux tressaillirent. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. Elle voulait juste partir. Elle voulait en finir avec tout ça. Mais elle ne partirait pas discrètement, pas sans essayer de m'entraîner dans sa chute. Elle a dit avoir des preuves, des lettres, des photos. Je lui ai dit qu'on pouvait parler en privé, la bouche sèche de Varna. Il hocha la tête. Elle est venue à la maison. Elle avait un carton rempli de choses qu'elle voulait que je voie. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un d'autre saurait où chercher. Elle voulait que j'avoue, que je lui donne une porte de sortie. Zoé le regardait attentivement, mais sa voix était posée. Elle est venue à la maison. Elle voulait qu'on se voie. Je pensais pouvoir la forcer à m'écouter, dit-il, mais elle n'était pas là pour négocier. Elle était là pour menacer de détruire tout ce que j'avais construit. Zoé ne répondit pas. Il finit par s'exclamer, elle n'arrêtait pas. Elle a dit qu'elle rendrait les choses publiques le lendemain. Je lui ai dit de s'asseoir, de se calmer, mais elle n'arrêtait pas de crier. Alors tu l'as fait taire ? Je ne voulais pas, dit-il rapidement. Je l'ai attrapée, elle s'est cognée la tête. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Mais tu l'as quand même enterrée. Il détourna le regard. Tu as fait en sorte que la voiture disparaisse. Tu as demandé une faveur pour vider le coffre. Tu as payé le personnel. Et tu as gardé les photos, comme des trophées. Sa voix se réduisit à un murmure. Je ne pensais pas qu'il la retrouverait un jour. Zoé repoussa lentement sa chaise et se leva. Ses mains tremblaient, mais elle les garda le long du corps. Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta pour lui faire face une dernière fois. J'espère que tu vas pourrir pour ce que tu as fait, papa.
Le mot fit l'effet d'une gifle. Le visage de Varna se décomposa un instant, juste un éclair avant qu'il ne détourne le regard. Tout a commencé discrètement, à peine quelques lignes en deuxième page du Los Angeles Times, une photo de la Ferrari rouillée dans la boue de Mulholland. Lorsque Vincent Vanet a été conduit au tribunal, enchaîné, le nom de Lana Fer était partout, téléscripteurs, talk shows, éditoriaux intitulés La star qui n'a jamais obtenu justice jusqu'à présent. Cette fois, les gros titres n'étaient pas sordides. Cette fois, elle n'était pas la starlette en déclin au secret, elle était la victime. Zoé observait tout cela en silence, évitant les projecteurs. Elle se concentrait sur les faits, les points négatifs, le grand livre, la lettre finale, les aveux. Mais l'attention du public a tout changé. La ligne d'assistance téléphonique du LAP a reçu de nouveaux appels, des lettres anonymes, des femmes qui avaient longtemps caché ce qui s'était passé ont commencé à se manifester. Certaines portaient le nom de Zoé, qu'elles avaient reconnu grâce à de vieux génériques de films, d'autres étaient stagiaires, maquilleuses, figurantes. Elles ne souhaitaient pas toutes que les faits soient rendus publics, mais elles voulaient que Varna soit tenue responsable. C'était l'affaire la plus importante devant la Cour supérieure de Los Angeles cette année-là. La liste des témoins de l'accusation s'étendait sur 10 pages. La salle d'audience était sous haute surveillance, mais bondée. L'équipe juridique de Varna, coûteuse et expérimentée, tenta de ramener l'histoire sur des terrains familiers, l'instabilité supposée de Lana, sa disparition, ses affirmations non vérifiées. Mais les preuves étaient plus éloquentes. Zoé a témoigné à la fin de la deuxième semaine du procès. Son badge était impeccable, sa voix calme. Lorsqu'on lui a demandé de décrire au tribunal la découverte, le glissement de terrain, le corps, l'identification, la chaîne de preuves, où elle l'a fait avec professionnalisme. La défense a alors posé la question, Inspecteur Hudson, n'est-il pas vrai que des tests ADN récents confirment que l'accusé est votre père biologique? Un silence s'abattit sur la salle d'audience. Zoé serra brièvement la mâchoire, puis elle croisa le regard de l'avocat. Oui, malheureusement. Quelques jurés s'agitèrent. Et comment cela affecte-t-il votre objectivité dans cette affaire? Zoé ne broncha pas, pas du tout. Je n'ai pas été élevé par lui. Je ne savais pas qui il était avant l'enquête. Mais soyons clairs, je suis dégoûté de partager son sang. C'est un monstre, un lâche, et il a assassiné ma mère. Il y eut un silence de 5 secondes avant que le procureur ne se lève et ne dise, pas d'autres questions. Au total, 5 femmes ont témoigné. Chacune a raconté une histoire différente, mais le schéma était le même, promesse faite, carrière en suspens, puis coercition, silence, honte. La défense a tenté de s'attaquer à leur crédibilité, argent, médiatisation, faux souvenirs, mais sans succès. Elles étaient trop nombreuses, leurs histoires ont résonné à travers les décennies, et Zoé était leur point d'ancrage. Le jury est revenu un peu moins de 7 heures plus tard. 12 visages, aucune émotion. Les 4 femmes du jury se sont levées et ont lu le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Zoé a regardé Varna. Il n'a pas réagi, il est resté assis, la tête légèrement penchée, comme s'il attendait que quelqu'un crie « Coupé ». Mais ce n'était pas une scène, c'était réel. La voix du juge résonna, « Vincent Alan Varna, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » Le marteau retentit. Justice avait été rendue. Le cimetière se dressait sur une colline tranquille de Westwood, sous une rangée d'eucalyptus se balançant faiblement dans la brise printanière. La ville bourdonnait au-delà des portes, mais ici, le silence régnait. Lana était enfin rentrée. Zoé se tenait près de la modeste pierre tombale, vêtue non pas d'un uniforme, mais d'un simple chemisier bleu marine et d'une jupe anthracite. Elle n'avait invité ni caméra ni dignitaire, juste un petit groupe de personnes importantes, 2 des femmes qui avaient témoigné, le machiniste qui avait tout risqué, et le technicien médico-légal qui avait passé des nuits blanches à vérifier la structure osseuse et les dossiers dentaires. Pas de presse, pas de spectacle, juste la vérité. La pierre tombale était simple. Lana Fer. 1946-1978. Mère bien-aimée.
Zoé s'avança la dernière. Elle tenait quelque chose dans sa main, une petite étoile d'or au bout d'une chaîne délicate. Elle la portait depuis des semaines, la retournant dans sa paume comme une pierre d'inquiétude. À présent, agenouillée, elle la déposa délicatement au pied de la pierre tombale. Elle avait tant de choses à dire, mais les mots lui venaient lentement. « Je pensais que j'étais abandonnée, murmura-t-elle. Que tu ne voulais plus de moi, que tu étais parti. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Mais tu n'es pas parti. Tu t'es battu au toujours. » Une semaine plus tard, elle se tenait devant le bureau du greffier du comté de Los Angeles. Le formulaire était déjà rempli, signé et notarié. Elle attendit tranquillement qu'on appelle son numéro. Dans la petite cabine, elle remit ses papiers à l'employé. « Changement légal de nom », demanda la femme en jetant un coup d'œil au formulaire. Zoé hocha la tête. L'employé sourit faiblement, puis tapa point détective Zoé faire point. Ça sonne bien. Zoé ne lui rendit pas son sourire, mais son regard s'adoucit. C'est à ma mère. Un soir, à la tombée de la nuit, Zoé retourna à Mulholland. Le flanc de la colline avait été renforcé, les formalités administratives avaient disparu depuis longtemps, la pente était enherbée avec de l'hydroensemencement et des filets anti-érosion. Les automobilistes passaient sans savoir ce qui se cachait en dessous. Elle se gara et sortit, marchant vers l'endroit. L'air sentait la terre humide et l'eucalyptus. Au loin, un coyote aboya. Elle resta un long moment debout, les bras croisés, puis murmura à voix haute, « J'espère que ça ne t'a pas fait mal. J'espère que tu savais que tu n'étais pas seule. Je t'aime, maman. Repose en paix. »